Je suis directrice scientifique de la forêt Montmorency. La forêt Montmorency, c'est le prétexte et le sujet principal, en fait, des différentes conférences qui font partie de la série Tire-toi une bûche, v'là de la science. Donc, qui sont des occasions de venir présenter la recherche tripante qu'on fait dans à la forêt Montmorency, qui est la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Donc, un magnifique territoire de plus de 400 km² là, au nord de Québec. Donc, la série de conférences Tire-toi une bûche, v'là de la science. Donc, on avait tenu la première édition là, dans les années 2019-2020 avec beaucoup de succès. Et donc, on s'est dit qu'on allait relancer cette série de conférences-là. Donc, juste quelques informations domestiques avant de vous présenter notre conférencier. Donc, on vous demanderait de vous assurer de bien garder vos micros fermés pendant la durée de la présentation. Vous pouvez, si vous avez des questions pendant la présentation et qu'elles vous brûlent les doigts, brûlent les lèvres, vous pouvez les inscrire tout de suite dans le chat. Donc, vous avez l'icône pour le chat. Vous pouvez poser par écrit vos questions pendant la présentation. Il y aura aussi une période de questions à la toute fin. Donc, vous pourrez poser vos questions soit oralement ou soit par écrit. On posera les questions aussi par écrit. Donc, à la fin de la présentation, et notre conférencier y répondra de manière gracieuse. Ça, c'était pour les questions domestiques. Je vais vous présenter maintenant notre conférencier. Je suis très, très heureuse d'ailleurs qu'il ait accepté notre invitation. Donc, il s'agit de Philippe Giguère, qui est professeur titulaire au département d'informatique et de génie logiciel ici à l'Université Laval. Il est co-directeur de NorLab, qui est un laboratoire là, dédié au développement là, de véhicules autonomes, notamment en milieu nordique, et il s'amuse à la forêt Montmorency. Donc, on les voit régulièrement là-bas. Philippe est spécialiste de robotique et d'intelligence artificielle. Et, euh, c'est ça, et donc il s'intéresse aussi à la foresterie. Et donc, il a maillé tout ça ensemble, notamment, c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui, donc de la robotique intelligente au service de la forêt et de la foresterie qui en ont bien besoin, si je peux vous le dire. Et donc, c'est ça, Philippe est un collaborateur là, depuis plusieurs années des projets à la forêt Montmorency. Je suis pas mal certaine que dans ses temps libres aussi, il est en train de planifier la construction de l'étoile noire. Mais il a toujours renié jusqu'à présent. Mais en tout cas, si jamais il y a des plans de domination de l'univers, là, vous serez avertis. Euh, heureuse de te laisser la parole, Philippe, là, pour ta présentation. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation très chaleureuse. Alors, tout va bien? Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, comme le disait si bien Evelyne, je fais de la recherche qui est reliée à la robotique et l'intelligence artificielle. Et un des domaines de déploiement où on aime bien aller, c'est la forêt Montmorency, parce que la forêt apporte des défis scientifiques très intéressants pour l'intelligence artificielle et la robotique. Si on regarde du côté du NorLab, on est un laboratoire qui se spécialise dans, je vous dirais, trois segments intéressants. Donc, travailler avec des robots mobiles en conditions hivernales, travailler aussi dans des environnements qu'on va dire non structurés. Il y a beaucoup de laboratoires de recherche dans le monde qui vont travailler, par exemple, sur les voitures autonomes en milieu urbain ou en milieu agricole. Et on considère que ces milieux-là sont des environnements structurés, c'est-à-dire qui ont été modifiés par l'homme pour être capable d'aller, pour faciliter le travail à faire. Finalement, on aime beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle l'utilisation de robots sans GPS. Donc, par exemple, mon collègue François a travaillé dans des systèmes souterrains, de cartographie souterraine. Et un peu, c'est parce qu'on considère qu'en robotique, ben, une des tâches qu'on est en train de vouloir faire, c'est de vouloir se localiser. Puis si on a accès à un GPS, ben, c'est un peu comme tricher. On a accès à une localisation qui est quand même très, très précise. Euh, mais environnement forestier, comme par exemple, on voit ici, la canopée va avoir tendance à bloquer une bonne partie des signaux GPS, ce qui fait que au final, le signal GPS n'est pas fiable pour se localiser. Donc, pour nous, ces trois environnements-là, c'est des environnements qui sont incroyables pour notre recherche
Et justement, au Nord-Lab, en collaboration avec Forac et l'Université Laval, bien, on fait beaucoup de déploiements à la forêt Montmorency pour tester des hypothèses, développer des nouvelles techniques pour être capable justement d'adresser ces problèmes particuliers à la forêt boréale. Un des premiers travaux qu'on a fait, c'est il y a environ 6 ans maintenant, c'était sur l'estimation des diamètres d'arbres, donc le diamètre à hauteur de poitrine. Et on avait un étudiant à l'époque qui s'appelait Jean-François Tremblay. Et le voyez ici dans la vidéo, il est en train de déplacer un robot. Il le conduit manuellement, donc c'est pas, le robot n'est pas autonome en ce moment. L'idée ici, c'est on a placé des capteurs, par exemple un lidar 360 degrés qui va tournoyer, on le voit en ce moment qui tournoie, et qui va récupérer l'information tridimensionnelle sur l'environnement. Et chaque scan, on peut le voir comme étant un morceau de puzzle. Puis l'idée, c'est lorsqu'on va faire une carte 3D, c'est d'assembler ces différents morceaux de puzzle ensemble pour constituer une carte 3D complète, comme vous voyez ici. Et après ça, lorsque j'ai ma carte 3D, bien là, je peux commencer à faire du raisonnement de plus haut niveau. Par exemple, on peut identifier la position de tous les arbres. Et lorsque j'ai trouvé le sol, par exemple, trouver les points qui correspondent à la hauteur de poitrine et venir calculer un diamètre à hauteur de poitrine. Donc, on voit ici, par exemple, les espèces on dirait des écharpes là, qui viennent englober un arbre. Bien, ce sont des points qui correspondent à la position des impacts lidar à la hauteur de poitrine environ. On a fait des tests, notamment à la forêt Montmorency. Donc, vous voyez ici, c'est un article qu'on avait publié en anglais. Donc, les noms des données, des jeux de données, c'était en anglais. Donc, on avait Young, pour une forêt qui était relativement jeune. On avait aussi une forêt qui était mixte en termes d'avoir des sapins, aussi du feuillu, et aussi une forêt qui est beaucoup plus mature. On a aussi fait des tests à l'Université Laval. Donc, on a récolté quand même beaucoup d'informations. À l'époque, on avait le plus grand jeu de données en termes de nombre d'arbres pour une carte 3D avec la vérité terrain sur le diamètre hauteur de poitrine. Comment est-ce qu'on vient récupérer ce diamètre? Bien, la première étape qu'on a fait, c'était de construire donc cette carte 3D. Et ensuite, on vient faire un modèle numérique de terrain, puisqu'on doit identifier c'est quoi la hauteur de poitrine pour chacun des arbres. Donc, je dois trouver où se situe le sol. Ensuite, dans mon scan 3D, je dois ce qu'on appelle segmenter tous les arbres, donc trouver les points qui appartiennent à chacun des arbres. Et lorsque j'ai trouvé chacun de mes arbres, eh bien, je viens trouver des points qui sont associés à la hauteur de poitrine, donc environ plus ou moins 20 cm de 1,40 m, pour venir ensuite venir faire fitter un cylindre et trouver comme ça le diamètre hauteur de poitrine. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec la technologie de l'époque, avec les capteurs de l'époque, on avait une précision d'environ 2 à 3 cm sur le diamètre à hauteur de poitrine. Ceci étant dit, les choses progressent beaucoup. On a parlé à des startups aux États-Unis il y a quelques mois, quelques années, et eux, ils sont rendus à une estimation du diamètre à hauteur de poitrine en, en termes d'erreur, là, en bas du centimètre, donc environ un demi-centimètre d'erreur, avec l'information qui provient d'un backpack qui est porté par un humain ou d'un drone qui se promène en forêt avec un lidar. Donc, on voit que la technologie maintenant, elle est rendue là. On peut faire des inventaires forestiers avec un capteur 3D mobile. Et un des avantages, c'est sûr que c'est au niveau de la productivité. Une personne qui se promène, ben, on ramasse quand même beaucoup d'informations euh, à l'heure. On n'a pas besoin de venir mesurer chaque arbre individuellement. C'est fait en post-processing après ça au laboratoire. Aussi, on s'est intéressé à la question de traçabilité. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans l'industrie forestière, notamment avec les nouvelles normes européennes qui demandent d'avoir une traçabilité. Puis la question qu'on s'était posée, c'était est-ce qu'on peut utiliser l'écorce des arbres comme une empreinte digitale? Alors là-dessus, encore là, on a fait des travaux, on a développé des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettraient de trouver des liens entre les images. Donc, par exemple, dans les travaux classiques, SIFT, c'est ce qu'on appelle un descripteur. Donc, l'idée, vous avez une image A ici qui correspond à une surface physique d'un arbre, et vous avez l'image B ici qui est la même surface physique, mais prise à un autre moment de la journée pour avoir une illumination qui est vraiment différente. Et ce qu'on voit, donc, c'est chaque petite ligne ici, ça correspond un peu à un vote, si vous voulez, d'appariement. Donc, pour une méthode classique, on voit qu'on n'est pas beaucoup capable d'apparier ce qu'on appelle des features visuelles d'une image à l'autre. Donc, si j'ai peu de votes ici, je n'aurai pas une grande confiance à dire, ah, ces deux surfaces, c'est le même objet pour faire ma traçabilité. Alors, une méthode que M. Martin Robert avait développé. On appelait ça Deep-Arc, mais vous voyez, on a réussi à avoir beaucoup d'appariements entre des images de la même écorce physique. Donc, on s'est dit, oui, en effet, on peut utiliser l'écorce des arbres comme étant des empreintes digitales et possiblement faire des projets de traçabilité par la suite.
Un aspect important des inventaires forestiers, c'est l'identification des essences. Et encore là, on voulait utiliser l'écorce, les images d'écorce, donc des images couleurs. Pourquoi? Parce que l'écorce est toujours présente, peu importe la saison. Le feuillage tombe en hiver, sauf si vous êtes un conifère. Et aussi, ben, lorsqu'on coupe les arbres sont placés au sol. Encore là, ben, j'ai plus les branches, j'ai plus les fruits, j'ai plus les feuilles. Donc, peut-on reconnaître l'essence strictement à partir de l'écorce? Là-dessus, encore là, vu qu'on fait de l'intelligence artificielle, un des premiers aspects, vous allez le voir dans la présentation, c'est toujours de faire un jeu de données auquel on va rajouter une étiquette. Donc, simplement, on classait, on trouvait un arbre, on identifiait l'essence, on prenait des photos, puis après ça, on classait dans les dossiers. C'est-à-dire, ben, pour le dossier 1, c'est que du boulot jaune, le dossier 2, du boulot à papier, et ainsi de suite. Puis au final, donc, on a fait un jeu de données de 23 000 images qui s'appelle BARCnet 1.0, qui est disponible si vous voulez le télécharger. Et encore là, de l'intelligence artificielle. Donc, on fait ce qu'on appelle un entraînement. On présente les images une à une et le réseau fait des prédictions et on vient modifier les paramètres du réseau pour pouvoir maximiser la performance de classification. Donc, vous avez ici un exemple de photos qu'on utilisait pour nos recherches. Donc, bien, c'est sûr que les photos sont quand même bien encadrées. On approchait l'appareil cellulaire ou une caméra standard. Et après ça, on venait rogner à la main la partie de la photo qui contenait l'écorce. Puis, on faisait l'identification à partir de ces photos. On avait environ 23 essences de présentes, mais seulement une vingtaine, on avait suffisamment de photos pour faire de l'intelligence artificielle. Et au final, lorsqu'on entraînait notre système, on arrivait environ à 98 de taux de succès sur 20 essences. Et il existe aujourd'hui d'ailleurs des applications sur le téléphone cellulaire qui s'appellent Arboreal. Vous pouvez télécharger ça. Ça vous permet de faire des inventaires forestiers sur vos terrains. C'est une compagnie suédoise. Puis, un des, euh, un des outils qu'ils offrent, c'est lorsqu'on prend on approche le cellulaire pour mesurer le diamètre avec le lidar 3D du iPhone Pro, eh bien, ils prennent une photo de l'écorce puis ils vont vous donner l'identification de l'essence. Et encore là, ils ont des taux de succès d'environ 98 comme nous. Donc, c'est une technologie que je vous dirais qui est mature, qu'on pourrait en théorie déployer sur, par exemple, des abatteuses pour permettre de faire la reconnaissance de l'essence en temps réel. Aussi, on peut vouloir faire de la reconnaissance d'essence en utilisant ce qu'on appelle des photos de plein pied. Donc, lorsque par exemple, j'ai un véhicule qui se promène en ville pour faire de la foresterie urbaine, parce que oui, on fait de la foresterie en ville. Hydro-Québec est très intéressé à comprendre qu'est-ce qui pousse sur les lignes électriques. On a tous connu des pannes électriques récemment, durant les hivers quand il y a des grands vents. En tout cas, dans mon quartier ici à Sainte-Foy, il y en a souvent. Et un des éléments déterminants pour la probabilité d'avoir une panne électrique due à un bris de végétation, ben, c'est l'essence. Donc, si j'ai un véhicule qui se promène en ville et qui prend des scans 3D et aussi des photos, est-ce qu'on peut retrouver l'essence dans ces photos? Puis c'est des travaux que Vincent a fait. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une approche qu'on va dire hiérarchique, c'est-à-dire il a voulu avoir un système qui peut prédire la famille. Donc, il y avait 35 familles dans son jeu de données. Puis après ça, il essayait de prédire le genre, donc une granularité plus fine au niveau de la prédiction. Il y avait 65 genres dans son jeu de données. Et finalement, au niveau de l'espèce, donc 174 espèces. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait des taux de succès autour de 99 pour la famille. Puis bien entendu, à mesure qu'on augmente la finesse de la prédiction, on voit que les résultats diminuent, mais quand même, c'est des résultats que je trouve quand même très, très intéressants de voir qu'on peut avoir 96 de reconnaissance d'essence, quand même sur 174 euh, essences. Je mettrais ici au défi les gens dans la salle, hein, si vous êtes capable de reconnaître toutes les essences, de 174 essences à pied levé comme ça. Donc, un élément important aussi, je trouve, des travaux, c'est qu'il existe un site web qui s'appelle iNaturalist. C'est à la fois un site web, mais aussi une application que vous mettez sur votre cellulaire et qui vous permet de faire de la reconnaissance d'essence, par exemple. Mais aussi, c'est l'idée que les citoyens, vous pouvez participer à la collecte de données. Donc, à chaque fois que vous prenez une photo avec votre cellulaire, avec l'application d'iNaturalist, c'est envoyé sur leur site web. Les gens peuvent faire de la notation et après ça, nous, les scientifiques, on peut télécharger ces données-là pour faire des projets de recherche, comme le projet ici que Vincent a fait. D'ailleurs, j'aimerais aussi transmettre mes félicitations à Vincent et à Andrea. Ils ont fondé une start-up il y a quelques mois et pas plus tard que la semaine passée, ils ont fait un pitch de vente avec Genius. Donc, c'est un pitch de 5-10 minutes où justement, ils ont vendu le concept de faire de l'intelligence artificielle au service de la foresterie et ils ont rapporté une bourse en vol, donc une bourse de 10 000
pour les aider à financer leur start-up. Encore là, félicitations, Vincent. C'est le fun de voir des travaux de l'université qui sortent de nos murs pour faire de l'entrepreneuriat. Un aspect important en foresterie, c'est de s'assurer que lorsqu'on coupe les forêts, qu'elles reposent bien. Donc, en ce sens, on a besoin d'outils pour faire de la photointerprétation des zones en régénérescence. Et l'idée ici, c'est de pouvoir attribuer pour chaque pixel de l'image quelle est l'espèce végétale qui pousse. Par exemple, ici, j'ai de la fougère. Bien, la fougère, c'est une forme de compétition pour les arbres qui tentent de vouloir repousser. Hein. Si la fougère couvre les jeunes pousses d'arbres, bien, les arbres vont avoir des difficultés à pousser. Donc, si on est capable d'avoir une espèce d'outil de diagnostic automatique, parce que faire de la photointerprétation avec des humains, c'est quand même très long, c'est très ardu. C'est aussi un métier qui tend à, je vous dirais, un peu à disparaître parce que la relève, disons que les gens ne se poussent pas aux portes pour faire de la photointerprétation. Donc, peut-on automatiser, encore là, avec de l'intelligence artificielle, ce travail-là? Et en ce sens, on a ramassé encore là des données. Hein, le thème reste ici. On avait un stagiaire l'été passé, Hugo Bellemare-Vallière, qui est parti un peu partout à la grandeur de la province pour aller, à l'aide d'un drone Mavic 3E, d'aller prendre des photos à très basse altitude pour avoir une belle résolution pour voir le feuillage dans tout son détail. Et un des lieux qu'on a visité avec le drone, c'était la forêt Montmorency, puisqu'il y a eu la forêt Montmorency était une forêt de recherche. On fait de la coupe et il y avait des coupes qui correspondaient à la période entre 2018 et 2022. Donc, on est allé faire voler notre drone, prendre des photos, en plus d'avoir visité un paquet d'autres zones au Québec, parce qu'on doit avoir une belle diversité d'images pour pouvoir faire nos travaux. Donc, voici le genre d'images qu'on pouvait ramasser avec notre drone très basse altitude. Encore là, j'insiste, l'objectif ici, c'est d'avoir des images de la meilleure qualité possible pour nous permettre de faire une nouvelle technique d'auto-annotation à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi faire ça? Ben, pour faire des entraînements, j'ai besoin d'exemples. Puis les exemples doivent être annotés à la main. Donc, vous avez ici une personne qui aurait passé avec une espèce de pinceau magique, si vous voulez, pour venir marquer tous les endroits où il y a de la fougère, par exemple, ou du bois mort. Et faire ce travail-là manuel, ça demande environ 20 minutes par image. Et on s'entend, on a besoin de beaucoup d'images pour faire des entraînements avec des réseaux de neurones. Donc, au final, par exemple, si j'ai besoin d'une centaine d'images, ben, vous voyez, j'aurais besoin de 2000 minutes de temps d'annotation. Donc, c'est quand même assez fastidieux. C'est un travail encore là qui est pénible, je vous dirais, qui n'est pas très intéressant. Mais là, ce que j'ai, c'est données à noter. Là, je peux prendre un réseau de neurones, faire ce qu'on appelle un entraînement, lui montrer des exemples. À chaque fois qu'il fait une erreur, on modifie les paramètres. Et au final, on obtient quelque chose, par exemple, comme ceci, qui va donc automatiquement prendre une image et pour chaque pixel de l'image, va nous attribuer une classe. C'est ce qu'on appelle de la segmentation sémantique. Puis la qualité de l'intelligence artificielle va être fonction de la qualité des données qu'on a en entrée ici et beaucoup du nombre d'images qu'on utilise. Donc, le nombre d'images, c'est vraiment un des facteurs les plus importants. Mais le problème, c'est lorsque je note à la main, ben, c'est difficile. Alors, ce qu'on a développé, c'est une technique qui va faire appel encore là à iNaturalist. Puis, ce qu'on va faire, c'est développer on va prendre une petite image dans notre image de drone. Donc, vous la voyez ici, zoomé très grand. Et on a préalablement entraîné un réseau de neurones sur les images d'un naturaliste pour faire ce qu'on appelle de la classification. C'est-à-dire que pour l'image au complet, on va attribuer une seule classe. C'est un problème qui est beaucoup plus facile que faire la segmentation sémantique qui, elle, demande de classifier chaque pixel individuellement. Donc, vous avez ici notre réseau qui est entraîné sur les images d'un naturaliste et il va nous faire une prédiction, par exemple, érable à épi. Et on peut faire la même chose pour une autre rognure. Ici, ça va être, par exemple, du bouleau blanc. Et si je promène cette petite fenêtre-là sur mon image, eh bien, ce que ça donne, c'est une espèce d'annotation faite par une machine, ce qu'on appelle des pseudo-étiquettes. Pourquoi le terme pseudo ici? C'est parce que ce n'est pas un humain qui a fait les étiquettes. C'est donc un système informatique. Et ce que ça nous indique, c'est que généralement, la qualité des étiquettes va être moins bonne puisque je me fie sur mon classificateur ici. Et s'il fait des erreurs, ben, les erreurs vont apparaître ici. Et après ça, on va prendre ces images-là, puis entraîner un réseau. Donc, si j'ai des erreurs ici, ben, mon intelligence artificielle va apprendre aussi à faire ces mêmes erreurs. Donc, si vous le voulez, c'est de la donnée de moins bonne qualité qu'une image qui est faite à la main. Par contre, vous voyez, ça me prend juste 2 secondes à l'aide d'un ordinateur pour faire cette annotation-là, comparativement à 20 minutes. Donc, l'objectif ici, c'était de démontrer que d'utiliser une technique
de pré-annotation avec de l'intelligence artificielle pour créer un jeu de données qui va lui-même être consommé par une autre intelligence artificielle, ben, on avait des gains en performance. Donc, on a démontré, par exemple, que si je prends 71 images annotées à la main, eh bien, j'obtiens environ 32 de F1 score sur 26 classes. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est pas important qu'est-ce que le F1 score. Ce qui est important, c'est de savoir que plus le score est élevé, mieux c'est. Puis aussi qu'on va devoir faire de la classification sur 26 classes. Puis, si je faisais une classification, disons, au hasard, hein, ben, j'aurais 1 sur 26 en termes de j'aurais 1 sur 26, donc à peu près 4 de F1 score si je faisais une prédiction au hasard. Donc, on voit que on est capable, à l'aide de données annotées à la main, effectivement, de prédire pour chaque pixel c'est quoi l'essence végétale dans les images de drone. On a vérifié voir c'était quoi la qualité de nos pseudo-annotations et on a obtenu un résultat de 43. Donc déjà, on voit que la technique de faire de la pseudo-annotation, donc la qualité des données qu'on va utiliser pour entraîner un autre IA, elle est quand même très, très bonne. Mais par contre, ce que j'insiste, c'est, vous voyez ici, vu que c'est un système qui est automatisé, ben, on avait 143 000 images de drones qu'on a automatiquement annotées à l'aide de ce système-là, ce qui aurait été impensable de faire à la main. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi on avait des si meilleurs résultats. Maintenant, si je prends les données, si j'ai pris mes données 53 000 ici, que j'entraîne un réseau, non pas à faire de la classification, mais vraiment à faire de la segmentation sémantique, on voit donc que les résultats sont similaires à mes pseudo-notations. Mais il me reste encore des données. Hein. Il me reste les 71 données annotées à la main que je peux utiliser, qui, elles, sont beaucoup plus précises en termes de qualité d'annotation. Et ce qu'on voit, donc, c'est que j'augmente d'environ 3 le gain. Aussi, vu que maintenant mon réseau ici c'était une fenêtre coulissante qui se promenait, donc ça prenait un certain temps, ça prenait 2 secondes. Ici, classifier une image de drone, donc pour chaque pixel, donner une prédiction, on tombe à peu près à 0,1 seconde. Donc, si vous le voulez, vous pouvez me donner des photos de tout le Québec. Moi, je mets ça sur un serveur et rapidement, on peut faire la classification des essences des végétales au sol. Bien entendu, ça prend quelqu'un pour aller récupérer les données. Ça, c'est l'autre défi. Et cet été, on va se croiser les doigts, on va engager un autre stagiaire pour aller récolter encore plus de données. Mon objectif, c'est d'arriver à 1 million d'images prises par des drones et se dire qu'est-ce qui va se produire ici? Est-ce que mon score va augmenter? Normalement, il devrait augmenter. Et de quel pourcentage il devrait augmenter? Donc, c'est là-dessus. On va vous tenir au courant peut-être, mais notre espoir, c'est d'avoir 1 million d'images pour être capable de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Si on regarde au niveau des résultats qualitatifs pour ce genre d'approche-là, donc vous avez ici l'annotation qui est faite par un humain. Donc, vous voyez, c'est une annotation qui est quand même euh, belle, mais un peu grossière parce que la personne ne pouvait pas peindre par pixel. Donc, c'est une espèce d'outil qui faisait des petits cercles. On voit par exemple wood, donc c'est le débris de bois qui est annoté ici à la main. Et l'espèce végétale ici, c'était du Acer spicatum qui est faut pas que je me trompe, c'est de l'érable AP. Et on voit donc les pseudo-étiquettes, le petit côté, les petits carrés ici pour les gens de mon âge qui ressemblent un petit peu à du Atari 2600. Là. C'est parce que c'est les artefacts qui sont dus au fait qu'on utilise une fenêtre coulissante. Ça, c'est le pré-entraînement juste sur les images pseudo-annotées. Puis ici, c'est les images pseudo-annotées plus les annotations humaines qu'on utilise. Puis on regarde. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, la forme des prédictions reste à peu près la même. Mais on voit par exemple que notre réseau a fait une erreur ici. Il a prédit de l'érable rouge et non pas de l'érable IP. Mais pour ceux qui s'y connaissent, la forme de la feuille d'un érable rouge et d'un érable hippie est quand même un peu similaire. Elle est nettement plus similaire qu'entre une fougère et un érable. Donc, c'est un peu le genre de truc aussi qu'on voit. Les réseaux, l'intelligence artificielle va avoir tendance à faire un peu les mêmes erreurs que nous, les humains, font. On voit ici un autre exemple. Là. Encore là, on voit que ça respecte un peu la même forme. Je passe plus de temps ici. Voilà, donc ça représente des travaux qu'on a faits sur la reconnaissance d'essences végétales. Et il y a environ 6 ans, on était approché, les gens de Forac, les gens de l'industrie, produits forestiers résolus, FP Innovation. Euh, Ils étaient très intéressés à voir est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer des techniques d'IA et de robotique pour automatiser des opérations forestières. Hein. C'est important, l'industrie forestière dépend des travailleurs. Puis en ce moment, ben, on voit des pénuries de travailleurs. C'est un métier qui est extrêmement dangereux. Donc, si on pouvait l'automatiser en tout ou en partie, peut-être qu'on pourrait augmenter la productivité, mais aussi
augmenter la sécurité des gens, puis aussi peut-être faire des coupes partielles, par exemple, parce qu'un système qui peut bien mesurer son environnement, mais peut-être qu'il va prendre les meilleures décisions pour laisser les bons arbres sur pied et couper les autres arbres. Donc, le premier projet sur lequel on s'est intéressé, c'est de voir est-ce qu'on ne pourrait pas démontrer qu'il serait possible d'automatiser la coupe des arbres à l'aide de caméras. Et c'est les travaux de Vincent Grondin. Donc, l'objectif de ces travaux, c'était de dire, dans une image, est-ce que je peux retrouver les arbres? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est les prédictions qui sont faites par son intelligence artificielle. Donc, on voit qu'on est capable de bien prédire les arbres qui sont à proximité de la caméra. Hein. Ça ne donne rien de prédire que les pixels ici, ce sont des arbres, puisque que c'est un arbre, puisque de toute façon, la batteuse ne peut pas se rendre jusque-là, sa flèche. Donc, il va prédire dans l'image où se trouvent les arbres. Il prédisait aussi ce qu'on appelle des points stratégiques. Donc, des points à la base ici pour donner le diamètre à la base. On aurait pu aussi les prédire plus à hauteur de poitrine. Et aussi prédire un point de coupe ici qui est situé à l'intérieur de la fourchette de 15 centimètres du sol pour dire, ah, voici l'endroit où la lame de mon abatteuse groupeuse, par exemple, devrait taper pour couper l'arbre. Donc, c'est le projet qu'il avait fait. Euh, Ensuite, Jean-Michel, lui, s'intéressait à l'idée de, ben, si on est capable de trouver des arbres debout, est-ce que je peux faire aussi une intelligence artificielle qui est capable de trouver des billots de bois qui ont été coupés et laissés au sol par l'équipement forestier? Donc, encore là, on a récolté des données, on a fait des annotations à la main et on a ensuite entraîné notre réseau de neurones profond. Et voici le genre de résultats qu'on obtient. Donc, on a des images ici qui avaient été prises avec une dashcam installée sur une machine forestière, donc je pense que c'était une débusqueuse, pour aller récupérer donc les morceaux de bois. Et on voit très bien, par exemple, notre intelligence artificielle capable de détecter les billots de bois qui sont à proximité de la machine forestière. Et ce qui est intéressant, c'est à partir du moment que je suis capable de détecter mes billots de bois au sol, ben peut-être que je peux commencer à automatiser la saisie. Et ça, c'est vraiment un projet qu'on a trouvé super excitant. C'est en collaboration avec les FP Innovation. Donc, eux, ils étaient en charge de. Ben, ils se sont procurés un petit porteur ici. Et ensuite, ils ont fait toute l'instrumentation pour être capable de contrôler les vérins hydrauliques à l'aide d'un ordinateur. Ils ont installé des systèmes pour mesurer la position de la flèche en 3 dimensions, ainsi de suite. Et nous, on était en charge de faire ce qu'on appelle le module de perception. Donc, vous avez ici l'image de la caméra qui est montée environ ici, une caméra stéréo montée ici. Donc, vous voyez ici, notre algorithme ici est capable de venir trouver la position des différentes billes de bois au sol. Vous avez ici le jumeau numérique. Donc, on voit le terrain en 3 dimensions ici, le nuage de points. Vous avez aussi la position des billes de bois dans le modèle 3D. Et vous avez ici le jumeau numérique du porteur. Et l'objectif ici, donc, c'est à partir de la prédiction de la position des billes de bois, ben, on avait un ordinateur qui venait planifier le déplacement du bras du système pour venir saisir la bille de bois. Et voici le résultat qu'on a réussi à obtenir. Donc, on a été capable d'avoir un système qui allait automatiquement percevoir son environnement pour venir choisir une bille particulière et venir la placer dans le panier ici à l'arrière. Bon, ça l'a accroché le panier. La raison, c'est qu'il y a des problèmes de pression hydraulique. Le moteur hydraulique n'avait pas assez de pression pour pouvoir soulever le truc. C'est l'expérience. Et dans l'ensemble, le projet était quand même un très grand succès. On est très fiers justement de notre participation avec notre partenaire FP Innovation. On continue d'ailleurs à travailler ce dossier-là. William Lariverdier, un étudiant ici à la maîtrise, s'intéresse à la détection du grappin qu'on voit ici. Parce que si je suis capable de trouver la position du grappin dans l'image et je suis capable de trouver les billes de bois dans l'image, ben là, j'ai plus besoin d'installer des instruments spécialisés pour mesurer les angles de la flèche ici. Je peux simplement utiliser, comme un humain, la vision pour venir récupérer des billes de bois. Et c'est important. Les billes de bois, on les manipule beaucoup. Hein. On les manipule en forêt. On les place sur un camion. Du camion, on les place dans la cour à bois. Et après ça, de la cour à bois, on les place sur le convoyeur. Donc, on manipule souvent ces bio. Donc, encore là, si on peut automatiser en tout ou en partie les opérations, ben, on va avoir des gains de productivité. Une autre tâche, c'est le transport autonome en forêt. Hein, les arbres, ça ne pousse pas de bord de la route. Il faut donc couper les arbres en forêt, les amener sur le bord de la route. Et là-dessus, Olivier Gamache s'est intéressé à ce problème-là. On avait des travaux antérieurs faits par un étudiant de la maîtrise, David Landry. Et ce que vous voyez dans la vidéo ici, c'est deux vidéos qui sont superposées. Donc, c'est une technique qui s'appelle le teach and repeat.
Donc, le Teach, c'est l'opérateur ici que vous voyez un petit peu en fantôme, a manuellement conduit le robot en forêt et va enregistrer la trajectoire dans des cartes tridimensionnelles qui sont construites à la volée, hein, comme on a vu tout à l'heure dans le projet d'inventaire forestier. Donc, on construit une carte 3D, puis on enregistre la trajectoire du robot. Et après ça, lorsqu'on fait le repeat, on fait juste dire au robot, répète le mouvement qui a été enregistré. Donc, c'est comme si je déposais un rail au sol, un rail virtuel. Et après ça, un robot peut venir refaire les trajectoires. Et je vais repartir la vidéo un petit peu. Et quand vous voyez le robot, l'image qui se dédouble, comme par exemple, on essaie de trouver un endroit où est-ce que ça se dédouble bien. Oui, comme ici, vous voyez, ça veut dire que j'ai temporairement une petite erreur de localisation. Et dans l'ensemble, quand vous regardez la vidéo, on n'a pas beaucoup d'erreurs. On estime que notre erreur sur le déplacement est d'environ de 2 centimètres, ce qui est quand même assez incroyable pour un sol qui est quand même très accidenté. Et quand on fait des opérations forestières, on a une machine qui va couper les arbres. Donc, cette machine-là pourrait enregistrer cette trajectoire. Donc, c'est par exemple la batteuse groupeuse. Et si on envoie la carte 3D et la trajectoire de la batteuse groupeuse à une machine forestière pour venir récupérer les billes de bois, ben, notre machine forestière pourrait venir, si vous voulez, se placer à proximité des billes de bois. Et on a vu précédemment qu'on est capable de détecter les billes de bois au sol avec une caméra. Donc, après ça, je pourrais venir charger dans le panier pour récupérer les billes. Et c'est mon collègue François qui a fait une démonstration justement de cet algorithme de Teach and Repeat dans la forêt Montmorency, 2 jours, 2 soirs, 2 nuits. Et ils ont fait ça pendant une semaine. Vous voyez justement ici le nuage de point 3D, en utilisant simplement ce qu'on appelle une centrale inertielle qui nous donne des positions de rotation, puis aussi un lidar. On le fait vraiment dans différentes conditions météo. On voit ici avec du vent, durant le jour, la nuit. On a eu de la pluie, du verglas, 15 centimètres de neige. Donc, on a à peu près eu toutes les conditions météo possibles et pourtant, le système a bien fonctionné. On a fait plus de 20 kilomètres de validation de l'algorithme Teach and Repeat. Encore là, comme je l'ai dit, à la forêt Montmorency, dans les sentiers. Certains vont peut-être reconnaître, c'est les sentiers de ski de fond, parfois des sentiers aussi de chemin forestier. Donc, vraiment, chapeau, François, là-dessus, pour ton équipe. Ça a été vraiment génial comme démonstration. Olivier aussi, ben, on fait des repos pour ramasser la donnée, mais parfois c'est plus efficace de simplement instrumenter une personne, un humain, pour récolter de la donnée. Donc, c'est ici Olivier, étudiant au doctorat maintenant, qui a lui-même conçu ce backpack-là. Donc, il a fait il a installé l'ordinateur, il a installé différents capteurs. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle une centrale inertielle qui mesure les rotations, comme j'avais dit. On avait une paire de caméras stéréo, un lidar 3D ici, une caméra, pas une caméra, mais plutôt un GPS qui est capable de faire du real-time kinematic, des antennes Wi-Fi pour communiquer, un petit panneau de contrôle ici, une petite tablette pour pouvoir accéder au système ici. Donc, c'est lui qui a tout conçu ça. Il a passé beaucoup de temps à synchroniser les capteurs ensemble. C'est souvent un travail qui est difficile. Puis l'idée, c'est qu'en ce moment, il utilise ce backpack-là pour récupérer des données, pour faire des algorithmes de localisation en forêt par caméra et il a fait de nombreux déploiements à la forêt Montmorency encore là, dans des conditions, disons, visuellement difficiles où ce qu'on a le plein soleil qui illumine le soleil, la neige blanche et aussi la forêt et il développe des algorithmes pour être capable de bien choisir l'exposition de la caméra pour soit décider de prendre l'information de la neige ou de l'information de la forêt. On a aussi des travaux qui ont été accomplis par Damien, un étudiant qui est gradué récemment à la maîtrise. Et l'idée, c'est d'utiliser les vibrations perçues par un véhicule pour déterminer le type de sol. Par exemple, ici, de dire que ça serait un mélange de neige et de terre battue. Donc, c'est des travaux qu'il a réalisés encore là en partie à la forêt Montmorency. Et Jean-Michel Fortin, l'étudiant de doctorat qui est un collègue de Damien, lui, c'est l'idée de dire, ben, on peut à l'aide de la caméra du robot au sol, venir estimer le type de sol, mais avec un drone, on a une bien meilleure vue du sol. Donc, on va avoir une prédiction du type de sol, où ici, ce qu'il voulait prédire, c'est quelle est la quantité de vibration qui va être générée par le véhicule lorsqu'il se déplace sur le sol. Donc, on a des photos ici aériennes. Il y a un réseau de neurones encore là, c'est tout basé sur l'intelligence artificielle, qui vient prédire en ton de gris la quantité de vibration qui va être disons, euh, potentiellement générée pour chaque région dans l'image. Et en faisant voler un drone avant, donc ce qu'il vient faire, c'est faire une espèce de patrouillage. Il vient scanner un endroit qui était, si je me souviens bien, à la forêt Montmorency encore là, et avec un algorithme de planification en disant le robot est ici, voici le point d'arrivée.
trouve-moi un chemin qui va venir minimiser les vibrations lors du déplacement. Donc, c'était juste une métrique particulière. Ça aurait pu être la métrique de consommation électrique. Mais l'idée, c'est que nous, les humains, on fait beaucoup de planification de déplacement en fonction de notre... On regarde c'est quoi le terrain devant le véhicule, puis on prend les décisions pour le déplacement. Donc, encore là, c'était ce genre de, de- de projet que Jean-Michel a effectué. On a aussi d'autres projets en foresterie. Par exemple, on s'est intéressé à... non, je ne sais pas pourquoi j'ai maintenant une espèce de gribouillis ici. Veuillez me pardonner. Je ne sais pas si je peux l'effacer. Si je ne suis pas capable, non, c'est pas grave. Donc, par exemple, on a installé des capteurs 3D sur des batteuses groupeuses. Donc, c'est en collaboration avec Maxime, qui est une start-up encore là qui vient de notre laboratoire, qui s'intéresse à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la foresterie. Et donc, on a ici un lidar 3D. La technologie lidar évolue quand même beaucoup avec le temps. Et donc, voit ici, on a une nuage de points 3D qu'on a fait pivoter latéralement. On voit vraiment bien la géométrie tridimensionnelle des arbres. On voit aussi très bien la flèche. Puis l'idée, c'est est-ce que je peux utiliser cette information-là, ainsi que l'information, par exemple, de la caméra qui sont synchronisées. Donc, on a synchronisé les deux pour être capable de faire, par exemple, de l'assistance à l'opérateur, peut-être même un jour, encore là, travailler sur l'automatisation des opérations forestières, donc de la coupe. Un projet d'une stagiaire l'été passé. Encore là, l'utilisation du drone. Donc, vous le voyez, le drone devient quand même une façon de capturer l'information à peu de frais. Et souvent, on a des points de vue qui sont superbes pour prendre des décisions ou analyser des images ou des terrains. Puis l'idée, c'est de trouver donc les pockets. Les pockets, c'est ces petits, c'est lorsqu'on travaille mécaniquement la terre afin de s'assurer que lorsqu'on plante des arbres, bien les arbres poussent mieux. Donc, on doit travailler. Et souvent, il y a le problème, ben, on paye une personne pour faire le contrat sur les poquets, mais on veut s'assurer que la personne a bien fait les poquets aux bons endroits et la bonne quantité et la bonne taille. Donc, on avait une stagiaire d'été qui était Roxane l'été passé. Elle a fait voler le drone. Et par la suite, donc, elle a noté à la main. Donc, vous voyez, en bleu, ça va être les annotations à la main. Donc, elle a dû regarder toutes les images, venir annoter. Et après ça, on a ce qu'on appelle encore là un réseau de neurones profond, donc une intelligence artificielle qui va venir tenter de prédire les mêmes choses que l'annotateur. Et on voit ici, donc, généralement, on arrive quand même assez bien à prédire. Ici, vous voyez, par exemple, on en a manqué quelques-uns ici. Ici, bon, la prédiction était peut-être un peu moins bonne, mais remarquez aussi comment, ici, par exemple, on a du vert qui nous indique quand même la, au niveau visuel, on peut bien percevoir que le pocket n'était pas ici. C'est vraiment la partie ici qui était travaillée. Alors qu'ici, vous voyez, ben, c'est plutôt la teinte du brun qui vient indiquer est-ce que la terre a été travaillée mécaniquement récemment ou pas. Et bien entendu, on va aussi avoir des erreurs. On voit ici, par exemple, un pick-up, mais quand on regarde la forme de pocket à l'altitude, ben, un pick-up, c'est un petit peu la forme d'un pocket. Donc, c'est sûr qu'un humain n'aurait pas fait cette erreur-là. Donc, c'est un projet vraiment exploratoire. C'est un projet, comme je disais, un stage d'été. Mais ce que ça nous démontrait, c'est que c'est quand même très porteur comme idée. Donc, pour conclure, premièrement, la forêt Montmorency, c'est un magnifique terrain de jeu pour les roboticiens. On adore, on peut dormir là-bas. On a des locaux pour travailler, mais aussi, comme je le disais, la forêt a recèle beaucoup de défis scientifiques pour la robotique. Et aussi, je crois qu'on est rendu à un stade où la robotique et l'intelligence artificielle ont atteint un certain niveau de maturité qui va nous permettre d'avoir des applications commerciales déjà en cours ou en devenir. On le voit déjà, des startups de notre laboratoire qui veulent pousser ces technologies-là maintenant dans l'industrie forestière. Et je pense aussi qu'il y a un souci d'amélioration de la productivité. On a eu la Banque nationale, la Banque du Canada récemment qui a sonné l'alarme en disant on a un problème euh, de, de productivité. On doit vraiment, vraiment améliorer cette productivité. Donc, la classification 3D et la classification d'essence pour les inventaires, c'est une façon de faire la productivité. Détecter les arbres à l'aide en robotisant nos abatteuses. Détection des bio, on a vu qu'on est capable de faire du débardage. Mais aussi, imaginez, vous mettez votre caméra dans votre pick-up, on se promène, on peut détecter les bio de bois en bord de chemin. Donc, je peux faire des inventaires de bord de route. Hein, comme ça, est-ce que les gens me volent du bois ou pas? Bon, on peut répondre à la question à l'aide de ces systèmes-là. Et finalement, pour l'imagerie par drone, donc la suivi de la régénérescence, la repousse, les travaux sylvicoles,
C'est le genre de travaux qu'on peut faire. Bien entendu, ces travaux-là, c'est pas moi qui les ai faits, c'est-à-dire c'est nos étudiants qui les ont faits. Moi, je n'ai fait que de la supervision. Donc, je tenais à remercier la grande quantité d'étudiants et de collaborateurs scientifiques qui nous ont permis de faire ces travaux-là. Merci beaucoup à tous. Et finalement, on est rendu à la période de prise de questions. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Vous en avez. Ne vous gênez pas. Le chat là-dessus, il est ouvert. Donc, merci encore beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Philippe, pour cette super présentation. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce qui s'en vient. C'est excitant d'un point de vue d'aménagement forestier, de voir toutes les possibilités bon, d'accélérer, de préciser la récolte de données. C'est tellement, ça demande tellement de temps et tellement de bottes sur le terrain, la prise de données. Oui, des bottes sur le terrain, c'est ça. Nous autres, c'est des pneus ou des chenilles sur le terrain. Exact. Et donc, toutes les possibilités d'améliorer, raffiner la décision d'aménagement forestier, en tant que c'est très emballant là, pour l'avenir. Je voudrais ouvrir le plancher aux questions. S'il y en a qui veulent poser leurs questions oralement, vous pouvez lever la main. Je vais vous donner la parole. Ou vous pouvez écrire votre question dans le chat. Je vais commencer par une question qui était déjà dans le chat. Donc, une question de Bruno Martin qui demande, est-ce que vous avez déjà utilisé des techniques d'augmentation de données pour l'identification des essences? Absolument. C'est lorsqu'on fait des entraînements par intelligence artificielle, on se bute au manque de données. Puis une technique pour artificiellement augmenter la quantité de nos jeux de données, c'est qu'on va faire de l'augmentation de données. Par exemple, on va jouer sur la couleur, le contraste, la taille, la position de l'écorce. Et on fait ça de façon aléatoire. Mais on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de corrélations entre les images. Tu sais, je prends une image, je fais juste changer le contraste, ça reste toujours le même individu en termes de l'arbre. Donc, c'est au niveau nutritif, moi, je parle souvent de nourrir nos réseaux de neurones. Puis la donnée à noter à la main, c'est vraiment quand on va manger chez Toqué à Montréal ou à Québec, c'est quoi? C'est je sais plus, le meilleur restaurant à Québec, là. Bref, peut-être qu'il ne faudrait pas que je me mouille, c'est peut-être controversé. La tanière, je pense, c'est un des bons. Puis quand je démultiplie mes images, ben, c'est comme si je passais la tanière puis j'allais au McDo, si vous voulez. C'est de la nourriture, ça se mange, mais c'est pas la même qualité nutritive. Super, merci. Oui, en effet, la tanière est un bon restaurant, puis on comprend bien l'analogie. Il y a quelqu'un, Dominique Tourigny, qui soulève la question de l'impact que le développement des technologies dont tu as parlé pourrait avoir sur les travailleurs qui pourraient être remplacés par ces technologies-là. C'est une excellente question. Puis là-dessus, il faut toujours faire attention parce il faut qu'il y ait une demande aussi au niveau du travailleur. Il faut que le travailleur veuille que cette technologie-là s'implante. Si c'est juste le patron qui dit, moi, j'automatise, il y aura pas ça va pas bien marcher. Euh, le travailleur, pourquoi voudrait-il ça? Premièrement, ben, en ce moment, les gens qui travaillent dans une abatteuse travaillent seuls dans une cabine 12 heures la nuit. C'est pas intéressant. Donc, une des premières étapes qu'on peut faire, c'est de la téléopération où on aurait peut-être une espèce de module mobile qu'on déplace ou une minivan où j'ai trois opérateurs forestiers, un à côté de l'autre, qui téléopèrent les machines puis qui peuvent se parler entre eux autres. Aussi, au niveau de la sécurité, comme ils téléopèrent, ben, si l'arbre tombe sur la cabine, il n'y aura pas de danger. On s'entend, le métier de couper des arbres, c'est extrêmement dangereux. Puis, lorsqu'on fait la téléopération, ben là, à un moment donné, je vais dire, ben, je vais pouvoir téléopérer à partir de Montréal. Hein? Puis là, ça veut dire que je peux engager du monde à Montréal ou une fin de semaine, la personne dit, gars, je ne suis pas disponible sur le terrain, mais je peux couper quand même à partir de chez nous. Donc, le télétravail, je pense, quelque chose qui augmente la qualité de vie. Puis, graduellement, ce qui peut arriver, ben, un opérateur, si je suis capable de pousser l'intelligence artificielle dans la machine, ben, il va contrôler deux machines, quatre machines, parce que tout ce qu'il va faire, c'est juste prendre la machine lorsqu'elle a des difficultés, la situation, disons, qui n'est pas routinière, qui est, elle, qui est intéressante pour un humain. C'est pas intéressant de couper des arbres qui sont, c'est très monotone comme travail. Puis aussi, ben, c'est un métier en ce moment où c'est difficile de recruter. Donc, je pense ce qui arrive, c'est que naturellement, le nombre de personnes qui veulent faire ce métier-là diminue. Puis si une personne contrôle 6, 8 machines, ben, le salaire horaire que je peux lui offrir va être nettement meilleur que si elle contrôle juste une machine. Donc, je pense que là-dessus, les travailleurs vont trouver leur compte.
Oui, super. Merci pour la réponse. Donc, en effet, ça vient pas, on ne se passera pas de travailleurs. C'est juste qu'ils vont faire d'autres types de travail qui va devenir complémentaire. Puis il y a des tâches routinières dangereuses qui gagnent à être remplacées par ces technologies-là. Dans le fond, les travailleurs vont gagner en qualité de vie, là. C'est ce que on en. Oui, Il y a une autre question de Kevin Bouchard concernant le robot qui suit une deuxième fois la trajectoire télécommandée en replay LiDAR. Est-ce qu'il y a une oui. étape intermédiaire de tracer la trajectoire en coordonnées X, Y, Z sur une carte virtuelle ou est-ce qu'on match directement le nuage de points de LiDAR avec le précédent? On match directement. Il y a pas, il y aura pas de, je sais pas, je pense que j'avais des petites slides supplémentaires quelque part. Oui, c'est ça ici. Dans la Teach and Repeat, c'est vraiment l'idée. Le robot est ici. Quand il démarre, il se promène, il y aura juste un scan, il trace sa position dans le scan, puis après ça, on crée une autre carte locale, et ainsi de suite. Donc, c'est 100% automatisé. Il n'y a pas d'intervention humaine pour faire le tracé. C'est vraiment le robot qui va enregistrer sa position dans la carte. Il va faire des petites cartes. Parce que faire une carte globale, c'est difficile d'un point de vue algorithmique. Mais si je fais juste un empilement de petites cartes locales, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est l'algorithme le plus simple qu'on peut faire, mais qui nous permet quand même d'exécuter le travail. Ça ne donne rien d'avoir un système très complexe qui risque de briser, tandis que je peux faire quelque chose qui est beaucoup plus simple pour faire du teach repeat. Donc, pas d'intervention humaine à ce niveau-là. Super. Donc, il y a une question de Éline Dura qui dit, bon, il y a des projets, on a vu des projets intéressants pour l'inventaire et le transport. Elle demande, c'est quoi le niveau de développement de l'intelligence artificielle quant aux opérations de récolte? C'est ça. Ben, nous, on a fait des trucs pour trouver les arbres dans les images, mais je sais qu'il existe des startups dans le monde, notamment en Suède, où ce qu'ils font, c'est ce qu'ils appellent de l'aide à la décision. Ils vont avoir un lidar installé à l'extérieur qui va scanner la forêt. C'est pour faire les éclaircies. Donc, ils vont faire à la fois un suivi de d'où la machine a été, puis ils vont dire à l'opérateur, coupe un ou deux arbres dans cette section-là, coupe un ou deux arbres dans cette section ici. Donc, l'opérateur, au niveau cognitif, c'est beaucoup plus simple. Il se fait essentiellement dire, coupe là, coupe là, coupe là, coupe là. Puis il se promène, puis il n'y a pas besoin de se dire, je suis passé par ici, je n'ai-tu trop enlevé, je n'ai-tu pas assez enlevé. Puis les décisions, normalement, sont meilleures parce que l'ordinateur a beaucoup de calculs pour trouver, OK, c'est quoi la configuration idéale pour préserver les arbres ou en couper. Mais aussi, ce qui est intéressant quand vous parlez de ces startups-là, c'est la donnée, parce qu'ils conservent la donnée pour faire des projets d'automatisation dans le futur, mais aussi le client qui a commandé l'éclaircie aimerait savoir un rapport de qualité. Donc, ils disent, ah, j'ai la donnée. Fait que je reçois de l'argent de la compagnie qui fait l'éclaircie, parce que je l'aide. Puis après ça, je me tourne de bord, puis je vends le rapport en disant, pour tant de couronnes suédoises, tel rapport de combien d'arbres ont été coupés, ou aussi le degré de satisfaction selon nos critères du travail. Donc, ils font de l'argent des deux côtés, si vous voulez. Bon, pourquoi on s'en passerait quand on... Ah, c'est pourquoi s'en passer? C'est ça, les données, c'est ça, c'est Facebook, hein, c'est ça, les données. Les- Mais on voit aussi, ben, c'est ça, tout l'intérêt en termes de contrôle de qualité, de suivi, puis c'est ça. un rapport de la vérificatrice générale qui date de quelques années maintenant, là, mais la situation est encore vraie, qui montre que c'est l'angle mort du secteur forestier actuel, c'est bon, la récolte de données, l'utilisation des données qui sont Mhm. récoltées pour en tirer le potentiel, pour évaluer justement, faire un contrôle de qualité, un suivi, puis on voit toutes les possibilités là, que l'intelligence artificielle pourrait offrir pour C'est ça. ça. Puis pour faire un jeu de mots plate, hein, c'est un leader 360, il n'y a pas d'angle mort. Bon, je t'ai fait une passe à la palette, comme on dit. C'est ça, ça palette. Donc, il y a une question ici qui demande si est-ce que cette technologie pourra s'appliquer aussi sur des terrains très accidentés? J'ai l'impression qu'on parle peut-être du véhicule autonome dans ce cas-là. On pourrait, oui, mais il y a des coupes des fois à Nouvelle-Zélande, en Norvège, ils font ça, des coupes aussi à, je sais pas si c'est à flanc de montagne, là, je sais pas c'est quoi, puis ils font aussi avec des treuils. Oui, l'idée, c'est qu'il faut avoir les terrains de déploiement, il faut mettre le temps, il faut récupérer les données. Mais c'est sûr qu'au niveau de la locomotion, c'est beaucoup plus complexe. Et surtout, je ne vous cacherai pas, là, quand j'ai regardé des vidéos, là, les gens qui travaillent avec ces machines, ces batteuses-là, c'est incroyable ce qu'ils font parce qu'ils vont utiliser le bras pour couper des arbres, ils l'utilisent parfois aussi pour grimper la forêt. Ils vont littéralement attraper un arbre, ils vont se tirer vers l'arbre parce que les roues n'ont pas assez de traction. C'est sûr qu'au niveau
quand on fait des véhicules autonomes, en général, on considère que c'est juste les pneus ou les chenilles qui servent comme moyen de déplacement. D'imaginer qu'un bras peut être utilisé, c'est déjà quelque chose, je vous dirais, d'une coche au-dessus de ce qui se fait en recherche, mais c'est pas impossible, je vous dirais. Mais aussi, souvent, lorsqu'on fait de la commercialisation ou du développement, on s'intéresse à dire, ben, quel est le 80% des problèmes que je peux résoudre en faisant 20% de la recherche, puis ben, de faire de la forêt qui est, disons, des plantations commerciales, c'est probablement le secteur qu'on va aller en premier. Puis on est rendu au 3% de la récolte en flanc de montagne, peut-être qu'on va laisser ça aux personnes, aux travailleuses, mais un jour, peut-être aussi, on va le faire parce que ça va être trop dangereux. Oui, excellent. Excellent. Il y a une personne bon, qui demande, j'imagine que c'est une question qui se veut un petit peu peut-être sarcastique. Est-ce qu'on entraîne aussi les systèmes pour la reconnaissance d'humains sur le chantier pour éviter de les confondre avec des bio? Ah, bonne question. Nous, on l'a pas fait. Pourquoi? Parce que quand on fait de la science, il faut savoir où s'arrêter. Puis nous, c'était de dire est-ce qu'on est capable de trouver des biots de bois? Parce qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui sont faits pour trouver les piétons, ou des humains, là, des personnes qui sont debout parce que les voitures autonomes, ben, il y a énormément de travaux de recherche qui sont faits. Euh, mais à contrario, en Suède, par exemple, il y avait un projet qui s'appelait Auto 2, je me souviens bien. Et un de leurs mandats, c'était que les abatteuses devaient automatiquement trouver les humains autour. Et ça vient du fait qu'en Suède, il y a une loi qui dit que toute personne a droit de marcher en forêt, peu importe la propriété de la forêt. Donc, si vous faites de la récolte forestière, il se peut qu'il y ait des gens qui marchent sur le terrain, parce que légalement, ils ont le droit d'être présents. Alors qu'au Québec, on n'a pas cette loi-là. Si c'est un terrain qui est privé, ben, en théorie, vous n'êtes pas supposé être là. Hmm. Intéressant. On a une question maintenant de notre prof Pierre Richard, qui a aussi été très actif à la forêt Montmorency, qui a encore la forêt dans son cœur, qui fait demander si vous avez des estimations des coûts directs et indirects du fonctionnement de l'appareillage informatique robotisé en termes d'empreinte énergétique ou d'empreinte environnementale. Euh, c'est assez minime. Les entraînements, lorsqu'on traîne dans un réseau de neurones, ça peut consommer une certaine quantité d'énergie, là. On va mettre des échelles à grandeur. OK? Il peut y avoir faire des centres de données en ce moment au Texas qui vont consommer 2,2 gigawatts pour entraîner des modèles, des ChatGPT de ce monde. Pour ChatGPT 4.0, je pense, ça coûtait environ 110 millions de dollars US pour l'entraîner. Puis là-dessus, la moitié, c'est l'enveloppe énergétique. Donc, 64 millions de dollars d'électricité pour l'entraîner. OK? Nous, quand on entraîne nos réseaux, ça coûte peut-être 2 à 3 sous d'électricité, peut-être 10 sous d'électricité. Puis d'installer ces machines, ces ordinateurs sur le robot, ça consomme pas tant d'électricité parce que lorsqu'on vient faire ce qu'on appelle de l'inférence, donc lorsque l'entraînement est complété, qu'on veut juste faire des prédictions, on peut réduire d'un facteur 10 l'enveloppe énergétique, puis même peut-être d'un facteur 100 parce que on développe de plus en plus des circuits électroniques pour faire de l'intelligence artificielle à vraiment faible coût énergétique. C'est pour ça que dans vos cellulaires, par exemple Apple ou Android, il y a de ces chips maintenant qui consomment très, très peu de courant électrique parce que sinon, ça va vider la batterie. Donc, je vous dirais, l'empreinte, elle est minimale. Non seulement ça, je dirais, c'est que lorsqu'on robotise une machine, la consommation de carburant, qui varie beaucoup d'un opérateur à l'autre, peut être aussi optimisée lorsqu'on fait la planification du déplacement du bras à l'aide d'un robot. Donc, d'avoir des performances, une empreinte énergétique essentiellement négative. C'est-à-dire que l'économie de carburant dépasse la consommation électrique de mon système informatique. Wow, c'est super. On transforme ça en des empreintes environnementales, gaz à effet de serre et tout, là, ça devient Oui. intéressant. Il y a quelques questions qui concernent bon, les travaux à Forêt-Montmorency, on est en forêt boréale. Tu as donné des exemples de la Suède aussi, qui est des peuplements, des écosystèmes boréaux. Est-ce que ce genre de technologie-là s'est développé pour d'autres types d'écosystèmes? Il y a notamment des questions concernant les écosystèmes en Afrique, les mangroves ou autres. Est-ce que tu as connaissance de ce genre de développement-là pour des écosystèmes, mais plus en milieu tropical, par exemple? Il y en a un peu. Je sais qu'en Australie, il y a des centres de recherche qui s'intéressent parce que le nord de l'Australie, il y a quand même des mangroves et tout ça. Et des groupes de recherche très actifs en IA 3D, en forêt, aussi en images. Mais c'est sûr qu'il y a définitivement un biais à ce niveau-là.
on va beaucoup faire de la recherche pour les secteurs commerciaux en Scandinavie, États-Unis, Canada. Mais au niveau technologique, il n'y a pas de difficulté supplémentaire. C'est vraiment une question d'accès à la donnée. Ça nous prend de la donnée, ça nous prend des annotateurs. Et à partir de ce moment-là, si on a les deux, on est capable d'entraîner les systèmes pour faire des prédictions. Ok, super, merci. Euh, on approche de la fin, mais il y a une question concernant l'identification des essences. Est-ce que l'intelligence artificielle doit avoir accès à la base de données en temps réel ou c'est possible de les identifier hors réseau? C'est un peu moi, c'est ce que j'aime en partie ce qu'on appelle le deep learning. C'est l'entraînement est vraiment fastidieux. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir ma base de données qui fait peut-être plusieurs dizaines par exemple, pour les photos d'écorce, ça, c'est plusieurs dizaines de gigs. On parle de peut-être 40 gigs de photos. Lorsque je fais l'entraînement, donc en différé, ça prend peut-être 8 heures. Je présente une photo, je regarde les erreurs, je modifie le réseau, je présente la photo, ainsi de suite. Je répète ça là, des milliers, des millions de fois, là. Mais lorsque le réseau est entraîné, toute la connaissance du problème, elle est comme été concentrée dans ce qu'on appelle les poids du réseau. Puis ça, c'est relativement petit. Puis ça, ben, je le mets sur mon ordinateur embarqué, je le mets sur mon abatteuse. J'ai plus besoin d'avoir un lien avec la base de données. Tout est vraiment dans déjà c'est dans le programme informatique, dans les paramètres du réseau. Puis et aussi, l'inférence, ça se fait très rapidement. Là, on parle des fois en 10, 20 millisecondes pour faire une classification ou détection d'armes. Ça se fait très rapidement. Mais surtout, c'est ça, j'ai plus besoin d'avoir accès à la base de données. Merveilleux. Wow, c'est vraiment, vraiment fascinant. Merci beaucoup. Là, on a atteint la fin de notre temps. J'en profite de te remercier de nouveau, Philippe. C'était super intéressant. Là, les messages de félicitations abondent aussi dans le chat. Donc, merci. Tu nous as fait rêver, mais tu nous as amené aussi les pieds sur terre quand tu nous parles de toutes les startups qui sont développées. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans le futur. Là. On voit que le futur est maintenant. Là. Oui. On vit Star Wars en forêt. Ça montre tout ce que un fan d'Atari 2600 peut faire quand il est rendu grand. Merci Philippe. Je voudrais en profiter pour inviter les autres personnes à notre prochaine conférence Tire-toi une bûche, v'là de la science, qui va avoir lieu le 24 avril. On va avoir Alexandre Morin-Bernard, du département des sciences du bois et de la forêt, qui va venir nous parler d'inventaire forestier amélioré. Et on vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des autres activités organisées par la Forêt Montmorency. Merci beaucoup de votre écoute et d'avoir été présent en si grand nombre. Ça nous fait chaud au cœur de voir votre intérêt pour la science, pour la recherche qui se fait à la Forêt Montmorency et à l'Université Laval. Et donc, sur ce, je vous souhaite un bon restant de journée.